Vous posez la question de savoir combien de sociétés civiles avons-nous dans notre pays, parce que aujourd'hui nous ne savons pas où nous en sommes à propos de la société civile. Bon, merci beaucoup, parce que lorsqu'on parle de cette question de la société civile, on a tendance, sincèrement, que ce soit les membres de la société civile, que ce soit les acteurs politiques, disons qu'on a tendance à faire de la confusion. La société civile tout court, ce sont des citoyens de la République qui sont regroupés dans les différentes associations insaisissables à travers le pays. Vous avez là des associations de journalistes, vous avez les associations de menuisiers, des dockers. Pourquoi vous dites insaisissables? Insaisissables parce qu'elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas les rassembler ensemble. Mais on a une vision commune, celle de dire, nous sommes des citoyens de la République, nous devons vivre de notre République et nous devons défendre nos intérêts pour qu'effectivement, ceux qui ont la responsabilité de gérer la République puissent répondre à nos préoccupations. Et dans ces conditions-là, la société civile est plurielle. Parce que vous avez les églises, vous avez les syndicats, vous avez les journalistes, vous avez les corporations professionnelles, vous avez les paysans, vous avez les dockers, les menuisiers, etc. Ça, c'est la pluralité de la société civile. Mais la société civile ne peut pas être pluraliste. Pluraliste, pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit des associations de la société civile qui sont derrière le parti politique. On voit des leaders même de la société civile inféodés dans des partis politiques. Là, la société civile, au lieu de jouer véritablement son rôle, de pouvoir mettre les gens en commun pour réaliser la performance dans les institutions de la République, cette société civile devient inféodée, prend la couleur politique et elle devient finalement inefficace, inefficiente pour l'intérêt de la République. Je voudrais également insister qu'il n'y a pas que des leaders associatifs qui font partie de la société civile. Il y a aussi des gens à la base. Vous avez les mamans, par exemple, qui vendent au marché, vous avez les mamans maraîchères, vous avez des jeunes, les associations des jeunes dans les quartiers, etc. Donc, on appelle ça société civile d'en bas. Et donc, le fonctionnement de la société pose la problématique de la synergie gagnante entre la société civile intermédiaire, que nous appelons la société civile d'en haut, et la société civile d'en bas, que nous appelons la société civile de la base des communautés, qui visiblement, dont les intérêts pour la plupart des cas doivent être portés par la société civile d'en haut, qui sont les leaders associatifs. Alors si notre réalisateur peut nous aider à mettre notre numéro pour les SMS, parce que nous avons besoin des réactions des téléspectateurs, nous faisons ça d'habitude. Notre numéro c'est le 081 0090 655, 081 0090 655. On va l'afficher tout à l'heure. Alors, à vous entendre parler, aujourd'hui la société civile dans notre pays, au lieu d'être plurielle, elle est pluraliste. Oui, bon, là aussi, il faudrait relativiser, il ne faut pas avoir une thèse radicale. Il y a des associations qui jouent le malin, qui bouffent sur les râteliers des hommes politiques. Ces associations sont connues, elles sont pluralistes parce qu'effectivement, elles portent la voix des partis politiques pour lesquels elles travaillent. Mais il y a des associations, vous avez des associations de maraîchers, des associations de paysans, des associations de professeurs, des associations de journalistes, etc. Il y a des associations qui travaillent de manière impersonnelle, de manière désintéressée, mais qui voient leurs intérêts et qui portent les intérêts de la communauté, n'est-ce pas, au devant de la scène. Ces associations existent. On ne peut pas dire qu'elles deviennent aussi pluralistes. Ah mais non. Donc, il faut véritablement apporter toujours une nuance par rapport à ça, étant donné que les hommes politiques ont tendance à dire il n'y a pas de société civile dans notre pays. Ah ben écoutez, il faut arrêter. Simplement parce que les hommes politiques ont joué un mauvais jeu. Ils utilisent des attitudes, j'allais dire, des pratiques immorales, de corruption des acteurs de la société civile, et quand ils les corrompent, et ces acteurs sont dans leur atelier, sont sur leur table, ils pensent que toute la société civile est corrompue. Ah mais non, la société civile, ce sont des citoyens de la République. Ces citoyens ont besoin que la République fonctionne comme il se doit pour qu'ils trouvent leur compte. Trouver leur compte, ça veut dire avoir l'électricité, avoir l'eau, avoir le logement, envoyer les enfants à l'école, se faire soigner. Tous ces éléments qui permettent aux citoyens d'être véritablement des vrais bénéficiaires des actions de l'État. Et donc, cette société civile existe. Vous n'allez pas dire que toutes les mamans qui se trouvent dans nos maisons, etc., sont corrompues. Vous n'allez pas dire que tous les journalistes sont corrompus. Non, il y a des gens qui, au lieu de faire ouvertement la politique,
profitent de la béquille de la société civile pour jouer un rôle un peu plus différent, de manière à neutraliser les actions de la vraie société civile dans la perspective de mettre au devant de la scène, n'est-ce pas, la vision de leur parrain, que je considère comme les hommes politiques. Et dans toute société, sincèrement, M. Dieudonné, où les hommes politiques n'ont pas encore compris que la société fonctionne dans une répartition des rôles, la société fonctionne dans un partenariat stratégique, gagnant-gagnant, où on doit être décomplexé, débarrassé des attitudes de corruption, d'irresponsabilité, d'immoralité. Je crois que cette société ne peut pas avancer. Il faut laisser la société civile jouer véritablement son rôle. Il faut laisser les hommes politiques jouer leur rôle. Et la finalité entre la société civile et les hommes politiques est différente. Les hommes politiques veulent accéder à des responsabilités pour gérer la République, exercer le pouvoir, les conserver un peu plus longtemps. La société civile elle est là juste pour contrôler l'action gouvernementale, encore que les associations... distinctement, chaque association travaille suivant son objet social. Et donc, nous avons les intérêts de la République. C'est comme ça que les gens interviennent justement pour aider ceux qui gèrent la République, qui du reste ne sont pas propriétaires de pouvoir faire des choses qui permettent à notre pays d'avancer. Alors il faut laisser à chaque compartiment, à chaque composante de jouer son rôle, et c'est de cette manière-là qu'on va avoir des retombées. Mais si on veut embrigader tout le monde dans une logique, dans un logiciel où tout le monde réfléchit comme des caisses de bouteilles de primés, c'est à ce moment-là, la pensée unique s'installe, et on n'aura pas une société qui visiblement devra progresser. Alors, dans l'intérêt général, il faut que la société civile soit plurielle, il faut qu'elle reste indépendante des partis politiques. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quelle démarche il faut faire? La démarche... Au vu des prochaines concertations nationales, il faut que cette société civile soit unie pour qu'elle puisse bien jouer son rôle, pour qu'elle puisse apporter sa contribution. Vous savez, le mal dans notre pays, c'est que, bon, lorsque on envisage un événement comme celui-là, concertation nationale, bon, tout le monde veut véritablement s'y engager, comme on a eu la perspective de l'accord de Saint-City où la société civile, finalement, les gens sont devenus des ministres, des députés, etc. Et tout le monde devait se battre, naturellement, pour faire partie de cette dynamique. Or, en réalité, une association qui se trouve à Bafouassende dans les provinces orientales, une association qui est à Bikoro, ou, ne sais pas, ou à Kasumbalesa, à Lomela, etc. Chaque association a le droit de dire ce qu'elle pense pour que la société fonctionne. Oui. Et donc, on n'a pas besoin de quitter, par exemple, Kasumbalesa pour venir à Kinshasa, participer à une concertation. Il peut y avoir des concertations au niveau des territoires, des concertations au niveau provincial, et on prend les différentes opinions, on les articule dans un document que nous pouvons considérer comme un agenda stratégique, et ce document peut être porté par un groupe, par exemple, de la société civile qui se trouve à Kinshasa, et pour dire ce que pense notre peuple. Alors maintenant, aujourd'hui, le grand problème, c'est que l'homme politique n'a pas compris que la société fonctionne dans une répartition de rôles et que la société civile est là pour aider à corriger les erreurs de la classe politique, parce que ce sont les erreurs politiques qui ont fait que notre pays vive dans une catastrophe où la pauvreté a élu domicile. Et donc, il faut que les hommes politiques libèrent la société civile. Alors, lorsque la société civile vient dans l'intention qu'on va partager le pouvoir ou on va faire ceci pour qu'on trouve son cas là, moi je dis, on n'est pas sorti au bout du tunnel. Alors, qu'est-ce qu'il devra faire? Écoutez, dans toute société, lorsque vous voyez par exemple à France, je prends l'exemple de la France, José Bové, qui est un paysan, il est président d'une fédération paysanne. Il n'a pas besoin d'aller être ministre. Ce n'est pas sa préoccupation. Mais lorsqu'il parle des questions de l'agriculture écologiquement responsable, il essaie de formuler des propositions au gouvernement au travers le ministère sectoriel dans la perspective que ce secteur soit amélioré. Et donc, on a besoin naturellement que les acteurs de la société civile travaillent dans cette perspective. Aujourd'hui, il y a des discussions autour de cette question de concertation ou de dialogue. Quel est le contenu que nous donnons ? Quelles sont les propositions de la société civile au travers cela? Quels doivent être des éléments de discussion, des actes de discussion? Moi, par exemple, dans le cadre de ce que nous faisons, nous avons réuni les différents partis politiques de la République. Et nous avons réuni ces partis politiques qui sont venus des provinces, les différents partis de tendance, toutes confondues. Et on a réfléchi déjà, en février, pour donner les axes pour lesquels on devra se référer dans la perspective d'une discussion productive et rentable. Voilà. Mais la société civile ferait œuvre utile.
naturellement, en orientant le président de la République, qui du reste n'a pas encore pris même l'ordonnance, pour convoquer ces dialogues. Il a besoin d'avoir les thèmes de référence. Et ces thèmes de référence doivent être pondus, j'allais dire, produits par la société civile, par les partis politiques. Il me semble qu'il y a un déficit au niveau de la production, au niveau de l'imagination, et ces déficits ne permettent pas à notre société d'avancer. Et cela se retrouve dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris dans la classe politique. On n'a pas les gens qui ont la capacité d'innovation dans la perspective de pouvoir transformer la République. Tout le monde discute, tout le monde ne sait pas de quoi on va parler. On est sur de petites phraséologies, etc., qui ne permettent au pays de se booster. Donc, moi, je pense que la société civile aujourd'hui devra jouer véritablement un rôle dans la perspective de faire des propositions concrètes pour que les hommes politiques, lorsqu'ils vont se mettre ensemble, ils soient à mesure de comprendre qu'il n'y a pas que, ce n'est pas leur plantation, ce n'est pas leur village, sur le village à tout le monde, y compris les citoyens de la République qui ont besoin de vivre. Il n'y a pas que pour rouler carrosse, il n'y a pas que pour se construire des maisons, mais il y a aussi des citoyens de la République qui n'ont peut-être pas besoin d'avoir des immeubles, mais qui ont besoin presque de se trouver une maison avec chambre. Et ça, c'est la responsabilité gouvernementale de le faire. Bon, quand la société civile n'est pas en mesure de faire ces propositions, encore que la société civile n'est pas en mesure de faire le monitoring, de contrôler l'action gouvernementale, nous avons connu combien de gouvernements? Ils ont prévu combien de budgets? Et qui a contrôlé? Qui a fait le contrôle budgétaire pour savoir quelles ont été les prévisions, quelles ont été les réalisations, quels ont été les écarts? Je pense que c'est ça le rôle de la société civile. Aujourd'hui, il y a encore un déficit au niveau de la production, des choses très rentables qui doivent jouer véritablement le rôle d'agenda stratégique. Et moi, je pense que par rapport à cela, il faut avoir des chefs transformationnels. Le leadership transformationnel, c'est un leader qui tient compte, qui n'est pas seul et qui a plusieurs compartiments, plusieurs composantes dans la société, et que l'intelligence, la somme d'intelligence et différentes composantes va aider à ce que la société puisse avancer. Et ça, c'est un problème de vocation, ça, c'est un problème de volonté volontariste, ça, c'est un problème de leader qui voyage dans le temps et qui voit 50 ans ce que deviendra le monde et qui reviennent et qui embarquent tout le monde pour dire, écoutez, à 50 ans, voilà ce qui va se passer. Il faudra que chacun de nous puisse avoir tel comportement, telle attitude, tel état d'esprit, poser tels actes dans la perspective qu'à 50 ans, nous ne puissions pas disparaître de la trajectoire commune sur le plan national et international. Voilà un peu le rôle. Mais là, il faut une conjonction, il faut une synergie gagnante entre le leader qui pense le pays, qui pense la patrie. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, cher Dieudonné, il y a un problème. Il y a des leaders qui sont plus individualistes, c'est-à-dire qui voient leurs intérêts, mais qui ne voient pas la patrie. Et des leaders vont disparaître. Et la patrie restera. Et alors, si on ne songe pas à ce que la patrie puisse justement se pérenniser, ce sera la disparition. Cher ami, je vais terminer par là. J'ai dû participer à une conférence sur la diplomatie de mentalité, en fait, qui a réuni de grandes personnalités à travers le monde. C'était à La Rochelle. Et il a été très clairement dit qu'aujourd'hui, il y a trois tendances. J'allais dire trois mentalités au niveau de la tendance psychologique. Il y a au niveau diplomatique, bien entendu. Il y a la mentalité d'espérance. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en Chine, vous êtes en Corée, vous êtes en Inde, vous voyez que la jeunesse asiatique est en train d'espérer devenir un grand continent en 2050, 2100. Eh bien, il y a aussi la mentalité liée à la frustration, à l'humiliation, c'est l'Afrique et le monde arabe. L'Afrique a été humiliée par l'esclavagisme, par la colonisation, par le néocolonialisme, etc. Mais il y a des pays africains qui n'ont pas encore pris conscience qu'ils ont été humiliés et qui doivent faire autrement les choses. Parce que les dirigeants... M. Guillaume Soro, qui est le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, il a fait allusion tout à l'heure dans... Bien entendu, une chose c'est de dire, une chose c'est de le faire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je ne suis pas très intéressé par rapport à ça, mais je suis désolé qu'un président d'un pays comme la Côte d'Ivoire, notamment M. Babo, soit amené à la CPI. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Non, c'est l'Afrique. Et il faut que l'Afrique arrête l'humiliation, il faut que l'Afrique arrête des comportements qui sont des natures à montrer que nous sommes à l'état d'animalité zéro. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter.
quel que soit le coin. Parce que l'Afrique doit visiblement devenir une nation pour l'ensemble de tous nos concitoyens. C'est ça, oui. C'est ça. Et donc, c'est bien beau de dire des choses, mais c'est aussi très bien. Vous parlez des trois mentalités au niveau de la diplomatie. Et donc, je disais, la diplomatie de frustration. Il y a l'humiliation, la frustration, il y a des pays arabes, il y a des pays... La mentalité, plutôt, je ne parle pas de la diplomatie, la mentalité d'espérance, la mentalité de frustration. De frustration. L'autre mentalité, c'est laquelle? La peur, la panique, c'est l'Occident. Vous savez, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, ce sont des terrains de prédilection de l'Occident. C'est là qu'il y a eu le pillage des ressources, c'est là qu'il y a eu l'achat des esclaves, c'est là. Donc c'est le terrain de prédilection, le terrain de prédilection des Occidentaux. Aujourd'hui, les Occidentaux se disputent l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie avec les Asiatiques. Vous voyez la position que prend aujourd'hui la Chine, la Corée, l'Inde, etc. Donc aujourd'hui, l'Occident a peur. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la réflexion aujourd'hui en Occident. Il y a la crise qui s'abat sur l'Occident, etc. Au point de certaines nations disent que, bon, est-ce que ce n'est pas la liquidation? Est-ce que ce n'est pas l'apogée de l'entropie? Est-ce que ce n'est pas la déliquescence de l'apogée, etc. Bon, ce sont des interrogations, mais ils sont en train de réfléchir comment ils peuvent récupérer leur terrain de prédilection. Et le terrain de prédilection, ce sont les pays africains, ce sont les pays arabes, etc. Et là, sincèrement, au moment où cette confrontation diplomatique se réalise entre l'Asie et l'Occident, il faut que les Africains réfléchissent pour dire plus jamais ça, payer le droit à la contestation pour dire ce que nous avons fait hier, ce n'est pas normal. C'est comme ça que vous voyez. Promenez-vous même en Afrique. Vous allez voir qu'il y a des avancées, j'allais dire spectaculaires, en termes des actions qui sont posées dans la perspective d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Au Congo-Brazza, regardez le temps que le président s'assoit pris, etc. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est très performant. Mais s'il l'aurait fait pendant des années, il aurait acquis. Le Brazzaville serait déjà très très avancé. M'entendez pour d'autres pays d'Afrique. Donc, les comportements doivent changer. Il faut qu'on quitte l'euphorie de jouissance. Il faut qu'on réalise finalement qu'aujourd'hui, le monde est en train véritablement de changer et nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons prioriser le peuple, etc. Et la tendance aujourd'hui, même aux États-Unis, vous savez, c'est un fils d'un immigré et qui aujourd'hui gère la République. Les choses ne sont pas les mêmes comme à l'état d'animalité zéro. Les choses ont évolué. Nous, on n'est plus à l'état initial. Il faut que dans nos pays, nous puissions aussi comprendre cela, respecter la population, respecter les citoyens, savoir les rôles de tout un chacun, construire un partenariat stratégique gagnant-gagnant, décomplexé, débarrasser des attitudes de domination, etc. Et c'est de cette manière-là qu'on va relever. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple.